La folie, c'est de refaire sans cesse la même chose en espérant que ça marche. C'est Trump. Trump ne cesse de répéter la même chose encore et encore en espérant que ça marche. Bref, la réponse, c'est que si nous poursuivons une guerre sans fin, si les menaces de droits de douane continuent, et ainsi de suite, tout cela risque bel et bien de faire basculer les États-Unis dans, disons, un ralentissement. Il suffit de regarder les chiffres trimestriels du deuxième trimestre. Ils étaient inférieurs au consensus et ont surpris tout le monde. Ils sont très faibles. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui. Je suis Lena Petrova et voici un nouvel épisode de Les affaires mondiales en contexte. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir à nouveau un invité remarquable, le Dr Steve Hanke. Le Dr Hanke est un éminent économiste américain, un auteur prolifique, professeur à l'Université Johns Hopkins et chercheur principal à l'Institut Mises. Dr Hanke, bienvenue de nouveau. Merci beaucoup de nous accorder votre temps. C'est un plaisir d'être avec vous, Lena. C'est un plaisir de vous recevoir. J'attendais vraiment cette discussion avec impatience parce que cette semaine a été extrêmement chargée, avec toutes sortes d'informations et malheureusement des nouvelles pas très bonnes. La guerre en Iran s'est transformée en un choc économique majeur en raison de la destruction des capacités de production pétrolière et bien sûr de l'utilisation de points de passage maritimes stratégiques, comme le détroit d'Ormuz et Bab el-Mandeb, comme moyen de pression. Mais on ne voit pratiquement aucune discussion sur une crise énergétique imminente dans les médias grand public, ni aux États-Unis, ni en Europe. En réalité, personne n'en parle. Alors même que les stocks pétroliers américains sont à leur plus bas niveau depuis 40 ans et qu'ils s'épuisent en ce moment même, l'administration Trump semble en bonne voie pour intensifier le conflit. Quelle est votre interprétation des événements les plus récents au Moyen-Orient d'un point de vue géoéconomique? Eh bien, l'essentiel, c'est l'annonce faite hier par le président depuis Camp David. Il avait réuni tout le cabinet à Camp David et il semble qu'ils aient ciblé certaines installations pétrolières et stations énergétiques et qu'ils vont attaquer ce week-end. C'est en tout cas ce qu'ils ont annoncé. Et ma réaction à cela, c'est cette célèbre formule attribuée à Albert Einstein. La folie, c'est de faire la même chose encore et encore en espérant que ça marche. Alors, parlons de ces escalades que nous avons menées. Je voudrais faire 8 remarques à ce sujet. Premièrement, il n'y a pas eu de changement de régime en Iran. Ça ne s'est pas produit. Sur l'enrichissement nucléaire, ils n'ont jamais rien réglé. En réalité, la situation était meilleure avec l'ancien accord d'Obama qu'elle ne l'est aujourd'hui, parce que Trump, lors de son premier mandat, l'a supprimé. Donc ce n'est toujours pas réglé. Nous n'avons pas éliminé la capacité de l'Iran en matière de missiles balistiques à longue portée. Point numéro 3. 4. Nous n'avons pas éliminé le soutien de l'Iran au Hamas, au Hezbollah et aux Houthis au Yémen. 5. Le détroit d'Ormuz était ouvert. Maintenant, il est fermé. 6. Nous avions des bases au Moyen-Orient et dans la région du Golfe, des bases militaires américaines, je précise. Et maintenant, elles ont été lourdement endommagées. Et au fond, nous avons battu en retraite. Ce n'est pas dans les médias grand public, mais il ne faut pas être un génie pour comprendre ce qui se passe. Pourquoi les troupes ont-elles été frappées par les Iraniens en Jordanie? Parce qu'elles s'étaient toutes repliées du Golfe et qu'elles étaient regroupées en Jordanie. Voilà donc le 6e point. Le 7e, c'est que les alliances que nous avions avec les pays du Golfe sont très fragilisées, c'est le moins qu'on puisse dire. Je veux dire, les pays du Golfe ne voulaient pas que cette guerre de choix ait lieu. C'est ce qu'ils recommandaient. Eh bien, elle a eu lieu,
Et maintenant, nous sommes empêtrés là-dedans. Les alliances sont donc fragilisées. Et la grande conséquence involontaire, bien sûr, c'est que les grands gagnants ont été la Russie et la Chine. Donc, quand on regarde ces vagues d'agression, elles n'ont rien apporté de positif. Tout est négatif. Je viens de vous donner 8 éléments négatifs. On en revient donc à la citation par laquelle j'ai commencé. La folie, c'est de faire la même chose encore et encore en s'attendant à ce que ça marche. C'est Trump. Trump continue simplement à répéter la même chose encore et encore en s'attendant à ce que ça marche. Voilà donc le résumé de la situation. Et je pense que pour ce qui est des marchés, pas seulement des marchés pétroliers, mais des marchés de matières premières en général, ils ont fait preuve de trop de complaisance face à ce qui se passe. Les prix ont augmenté d'ailleurs, mais pas autant que je l'estime justifié. Ce qui est notable dans les frappes contre les infrastructures énergétiques en Iran, c'est que ce serait la première fois depuis plusieurs semaines que l'armée israélienne est impliquée. C'est donc une évolution intéressante et inutile de le préciser, l'Iran a promis des représailles directes. Il frapperait donc en retour les raffineries et les centrales électriques dans les pays du Conseil de coopération du Golfe et probablement aussi Israël, puisque Israël est ou a été impliqué dans ces attaques. Cela marque donc une escalade. Et bien sûr, les marchés pétroliers et les marchés financiers mondiaux réagiront certainement lundi. Mais du point de vue de l'approvisionnement en pétrole, nous savons que des infrastructures énergétiques ont été endommagées dans les pays du Conseil de coopération du Golfe et l'OPEP semble vouloir relever les quotas. Pensez-vous que la réaction de l'OPEP, ou sa réaction possible, consistant à augmenter la production et à relever les quotas, aurait un impact significatif sur les marchés de l'énergie? Non, ils peuvent les lever autant qu'ils veulent. Si vous ne pouvez pas extraire le pétrole du Golfe, quoi ça vous est-il? alors, vous pouvez oublier ça. Vous avez mentionné qu'Israël revient à nouveau dans l'équation, mais le Premier ministre Netanyahou était à Washington plus tôt cette semaine, et c'est lui qui décide. L'idée que Trump dirige les opérations est un peu tirée par les cheveux. Enfin, pourquoi avons-nous lancé cette guerre de choix? Parce que Netanyahou et les Israéliens ont piégé Trump, et vous savez, l'ont amené à appuyer sur la gâchette. Maintenant, nous avons cette escalade. Et cette escalade, je pense qu'elle résulte de Netanyahou qui souffle à l'oreille de Trump et lui dit quoi faire. Et maintenant, après être resté silencieux pendant un certain temps, soit dit en passant, les Israéliens y reviennent à nouveau, ouvertement. C'est donc un facteur. Un autre facteur d'escalade, c'est la tentative d'entraîner l'Ukraine dans la guerre au Moyen-Orient. C'est donc aussi quelque chose qui se produit et qui est très dangereux. Mais vous avez Zelensky, Netanyahou et Trump. Ce sont les trois acteurs impliqués, et tous les trois sont désespérés. Et quand on est désespéré, quand on n'a plus rien à perdre, au football américain, on tente une passe Hail Mary. C'est une action qui a très peu de chances de réussir, mais on la tente quand même, parce qu'on a perdu et qu'on est désespéré. Alors, on fait quelque chose qui n'a presque aucune chance de réussir et qui, soit dit en passant, pourrait être très dangereux. Mais c'est ce qu'on fait quand on est désespéré. Et Trump est désespéré, parce que ses sondages sont au plus bas. Chaque semaine, il tombe à de nouveaux records historiques. Et la guerre est très impopulaire aux États-Unis. Alors, qu'a-t-il à perdre? S'il se passe quelque chose ce week-end, une nouvelle vague de frappe, vous savez, peut-être qu'il perdra 1 ou 2 points dans les sondages, mais il est déjà très bas, vraiment très bas. Netanyahou, on sait à quel point il est désespéré.
il ne tient qu'à un fil. Et Zelensky est très impopulaire. Bien sûr, Zelensky, vous savez, dirige un gouvernement militaire. Enfin, l'Ukraine n'est pas une démocratie, donc il n'a pas à se préoccuper des votes, des sondages ou de quoi que ce soit de ce genre. Oui, il dirige une dictature financée et facilitée par des acteurs extérieurs. C'est donc très regrettable pour la population ukrainienne, qui ne tire aucun bénéfice du fait de faits contraintes de se conformer à des règles fixées par des partis extérieurs. Oui. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas comme ça qu'ils vont le présenter, et la presse non plus. La presse va présenter ça comme s'ils se battaient pour sauver la démocratie, et pas seulement l'Ukraine, mais toute l'Europe occidentale, voire le monde entier. C'est ça. Oui, Zelensky est prêt à jeter des hommes ukrainiens dans ce hachoir à viande pour sauver les valeurs européennes et la démocratie. C'est ce qu'il répète sans cesse. Exactement, c'est très regrettable. Dr Henke, vous avez mentionné que la cote de popularité de Trump est bien sûr au plus bas. La guerre n'était pas populaire au départ, et maintenant elle l'est encore moins, parce que la population américaine comprend qu'elle paye plus cher pour tout. L'inflation continue d'augmenter, et il y a tout simplement de l'incertitude, sur le plan politique comme économique. Nous constatons aussi des évolutions sociales qui indiquent clairement un mécontentement et une population américaine qui est manifestement très insatisfaite des politiques de l'administration Trump. Pour nos téléspectateurs qui ne sont pas aux États-Unis, expliquez-nous, selon vous, le gouvernement a-t-il encore une légitimité politique? Ou pensez-vous que nous avons déjà franchi le point où il l'a perdu et qu'il n'y a vraiment plus aucun moyen de sauver la présidence, ni même, j'imagine, de remporter les élections de mi-mandat? Eh bien, ça dépend si vous êtes dans le Parti républicain ou dans le Parti démocrate. Les démocrates tireraient la sonnette d'alarme et remettraient en question la légitimité. Les républicains, dans leur grande majorité, ne le feraient pas. Même si tous ces républicains sont des Trumpistes MAGA, ils ne tireraient toujours pas la sonnette d'alarme sur la question de la légitimité. Mais la légitimité est très importante pour les institutions gouvernementales ou pour n'importe quel type d'institution. Si vous perdez votre légitimité, vous avez vraiment un énorme problème. Et cela peut arriver même sous une dictature. Les dictateurs, d'ailleurs, prêtent attention à l'opinion publique. Et s'ils perdent le soutien du public, cela veut dire qu'ils n'auront probablement plus de légitimité et qu'ils auront beaucoup de mal à gouverner. D'ailleurs, l'un des professeurs l'a dit il y a de nombreuses années. Kenneth E. Boulding, célèbre économiste américain. Kenneth E. Boulding, famous American economist, he was a professor at the University of Colorado. He wrote quite. Il était professeur à l'Université du Colorado. Il a beaucoup écrit sur cette question de la légitimité. Donc si vos téléspectateurs sont vraiment intéressés, qu'ils se tournent vers Kenneth E. Boulding, professeur émérite, ancien professeur, et aussi président de l'American Economic Association. Et soit dit en passant, un pionnier de la recherche sur la paix. C'était l'un des pionniers de la recherche sur la paix, mais aussi un économiste de tout premier plan, un grand homme. Il a énormément écrit sur la légitimité et sur son importance. Donc votre question est importante. Je ne pense pas que nous ayons complètement basculé dans l'abîme en matière de légitimité, mais il y a suffisamment de motifs d'inquiétude pour que les gens se posent des questions. Normalement, personne ne poserait cette question. Les gens continueraient simplement leurs activités. Mais aujourd'hui, nous nous posons des questions à ce sujet. Et cela indique en soi, c'est probable un problème. Oui, absolument. Vous avez évoqué au début de notre conversation des marchés de l'énergie, des marchés pétroliers qui font preuve de complaisance et il semble que les prix du pétrole soient de plus en plus dictés par le risque géopolitique plutôt que par les fondamentaux.
À l'heure où nous parlons, le Brent, j'ai vérifié il y a quelques minutes, se situe autour de 4,24 $ le baril et le WTI s'échange à 87 $. La possibilité que les prix du pétrole atteignent 200 $ le baril a bien sûr été largement évoquée par de nombreux analystes, chez Goldman Sachs par exemple, mais cela ne s'est pas encore produit. Alors, qu'est-ce qui a maintenu les prix relativement contenus sous les 100 $ le baril? Et une hausse brutale des prix, une hausse considérable, reste-t-elle possible? Eh bien, l'élément principal, c'est que les stocks ont été réduits. Et il y a deux flux de pétrole qui arrivent sur le marché. Le premier vient directement des puits, le second provient des stocks. Donc, même si vous interrompez une grande partie des flux venant des puits, ce qui est essentiellement en train de se produire dans le Golfe, si vous disposez de stocks importants, vous pouvez compenser les déficits de production des puits par ce qui sort des stocks. Mais que se passe-t-il quand vous n'avez plus de stock? C'est ce qui est en train d'arriver. La Chine a joué un rôle important dans tout cela, parce qu'elle n'importait pas. Elle importe maintenant, mais elle n'a pas beaucoup importé de pétrole pendant la guerre en Iran, et elle a puisé dans ses stocks. Ils avaient d'énormes stocks en Chine, donc ça a été un facteur. Nous avons aussi la réserve stratégique de pétrole aux États-Unis. C'est un stock. Nous l'avons entamée et elle est maintenant à son niveau le plus bas depuis 1983. Les stocks privés ont eux aussi diminué. Ces baisses de stocks comblent l'écart entre la consommation et la production qui sort des puits. C'est un déficit, et ce déficit est comblé en puisant dans les stocks. Mais si vous épuisez les stocks, alors le déficit devient une pénurie. Et là, le prix s'envole, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il suffit de faire monter les prix pour rationner la quantité limitée de pétrole qui arrive sur le marché depuis les puits encore en production, parce qu'il ne reste plus de stock. Et c'est comme ça qu'on en vient à parler de 200 $ le baril, ce genre de choses. Quand les stocks sont épuisés, quand vous plongez la jauge dans le réservoir et qu'elle fait bing, qu'il n'y a plus rien, vous allez voir une flambée des prix. Donc, je continue de penser qu'il y a une probabilité assez élevée d'une flambée. Je ne dis pas jusqu'à 200 $, mais plus haut. Les prix que vous venez de donner étaient inférieurs à 90 $ le baril. Et où en étions-nous auparavant? On était à environ 120 $ ou quelque chose comme ça, au plus haut. Donc je ne serais pas surpris qu'on retrouve ces niveaux. Et on verra des prix de l'essence plus élevés à la pompe. Ils sont déjà repassés au-dessus de 4 $ le gallon. Et c'est quelque chose dont l'Américain moyen est conscient. Parce que quoi? Vous devez peut-être faire le plein 2 fois par semaine. Et vous constatez très bien combien ça vous coûte de remplir le réservoir. Si ça vous coûte beaucoup plus cher, vous le ressentez. Et c'est négatif, c'est un désaveu pour Trump. C'est un désaveu de l'escalade de la guerre, ce genre de choses. J'ai remarqué que certains analystes désignent désormais les corridors de transport de l'énergie comme le principal enjeu, davantage que l'approvisionnement lui-même. Ces dernières semaines, j'ai vu plusieurs rapports indiquant que plusieurs États du Golfe accélèrent actuellement des projets de pipeline afin de réduire leur dépendance au détroit d'Ormuz et, bien sûr, par conséquent, de priver l'Iran de son principal moyen de pression, à savoir le détroit d'Ormuz et le trafic maritime qui y transite. Plusieurs grands projets sont en cours en ce moment. Il y a l'oléoduc Est-Ouest en Arabie Saoudite, il y a un deuxième pipeline de Fujairah aux Émirats arabes unis, le pipeline Iran-Jordanie de Bassora à Aqaba et le pipeline Iran-Turquie.
Il existe aussi des projets intéressants visant à intégrer une partie de la production irakienne aux infrastructures d'exportation saoudiennes. Cela permettrait à une partie du brut irakien d'atteindre la mer Rouge via le territoire saoudien, ce qui bien sûr constituerait un avantage majeur pour l'Arabie saoudite. Quand et si ces projets sont achevés, remplaceront-ils réellement les flux qui passent par le détroit d'Ormuz? Permettront-ils aux grands acteurs mondiaux qui vont investir et qui investissent déjà dans ces projets, ainsi qu'aux États du CCG qui y participent, de remplacer effectivement le détroit d'Ormuz et de réduire, à l'avenir, la capacité de l'Iran à s'en servir comme moyen de pression? Eh bien, à très court terme, la réponse est non. Et même à moyen terme, la plupart de ces projets ne verront pas le jour avant 2007 ou 2008 au plus tôt. Et là encore, la réponse est non. Je veux dire que, même tous ces projets réunis, ils ne remplaceront pas le flux qui sort du détroit d'Ormuz lui-même. Et d'ailleurs, pour être clair, il n'existe aucun accord entre les États-Unis et le Conseil de coopération du Golfe pour réaliser quoi que ce soit de tout cela. L'autre point, c'est que celui qui est le plus proche d'aboutir, il est achevé à peu près à moitié aujourd'hui, c'est celui des Émirats arabes unis, ce pipeline. Donc on dirait que les oléoducs, l'ensemble du dispositif, pourraient peut-être représenter, disons, 40 à 50% de ce qui transitait par le détroit d'Ormuz. Cela soulage un peu. Ces voies de contournement pourraient apporter un certain soulagement. Mais il y a beaucoup de choses qu'elles ne permettraient pas de faire. Premièrement, la capacité de GNL, qui est très importante au Qatar. Elle n'y changerait rien. Et elle n'aurait aucun effet sur la production du Koweït ou de Bahreïn. C'est pour cela que ce n'est qu'une solution très partielle. Même s'ils mettent tout cela en place, la ligne Irak-Syrie est un projet dans lequel les États-Unis sont impliqués. C'est donc un cas où les États-Unis interviennent. Mais cela ne supprimera pas le besoin du détroit d'Ormuz et ne le remplacera pas. Il n'existe aucun substitut au Qatar. C'est le GNL. Ça n'élimine pas le risque lié au point de contrôle. Ça ne garantit pas des livraisons moins chères. Et ça ne rend pas les infrastructures invulnérables. On peut bombarder un pipeline avec un drone sans trop de difficultés. Donc en cas de fermeture totale d'Ormuz, ça pourrait apporter une certaine flexibilité. Par exemple, si le détroit était complètement fermé, cela offrirait une solution de remplacement, une sorte de porte de sortie, peut-être pour 40 ou 50% de ce qui transite normalement par le détroit d'Ormuz. Mais ce serait tout. Et il y aurait beaucoup de choses que ça ne résoudrait pas. Donc l'idée que ce serait une baguette magique qui réglerait tous ces problèmes, c'est tout simplement absurde. On parle généralement du détroit d'Ormuz, mais le détroit de Bab el-Mandeb est lui aussi devenu un point de tension majeur pour le transport maritime mondial. Les Houthis ont de fait bloqué une partie des expéditions. Cela entraîne des assurances maritimes plus coûteuses, des détours par l'Afrique et des délais de livraison plus longs ailleurs. Tout cela fait augmenter les coûts. Pour les consommateurs américains et pour la population américaine, une nouvelle vague d'inflation liée à l'énergie pourrait-elle pousser les États-Unis vers une récession? Ces derniers jours, j'ai vu plusieurs rapports, plusieurs articles disant « Ah, maintenant, nous sommes plus inquiets d'une récession qu'il y a peut-être quelques semaines. » Est-ce que cela vous inquiète, vous aussi? Eh bien, vous savez, l'inflation des prix de l'énergie, ce n'est pas de l'inflation générale. C'est le prix de l'énergie qui augmente par rapport à tout le reste. Donc oui, c'est préoccupant. Et puis, il y a aussi une chose dont nous n'avons pas parlé à propos de ces voies de contournement et tout le reste. Les navires de fret.
On ne fait plus passer les cargaisons par des pipelines. On n'a même pas compté cela. Il y a toutes sortes de marchandises qui sortent du Golfe ou qui sont transportées en mer Rouge. Cette liaison entre l'océan Indien et la Méditerranée, qui passe par le détroit de Bab el-Mandeb, la mer Rouge et le canal de Suez. Tout cela est nécessaire pour les cargaisons. C'est là que se situe le risque de goulet d'étranglement. Les pipelines ne concernaient que le pétrole. Donc il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'activités logistiques qui concernent simplement le fret. Ce n'est pas du liquide. C'est ça. Donc en bref, si nous continuons dans une guerre sans fin, si les menaces de droits de douane se poursuivent, et ainsi de suite, tout cela risque effectivement de faire basculer les États-Unis vers, disons, un ralentissement. Il suffit de regarder les chiffres trimestriels du deuxième trimestre. Ils étaient inférieurs au consensus et ont surpris tout le monde. Ils sont très faibles. Et pourquoi sont-ils faibles? À cause des droits de douane et de la guerre. En parlant de l'inflation et de l'économie américaine, l'inflation actuelle est-elle davantage un phénomène monétaire ou est-elle purement un phénomène géopolitique? Et que pensez-vous des choix de politique récents de la Fed, de Kevin Warsh? Si vous deviez en faire une évaluation, quelle serait-elle? Eh bien, premièrement, l'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire. Si la masse monétaire connaît de fortes variations, si elle augmente fortement, alors avec un certain décalage, vous aurez une hausse des prix des actifs et une hausse du PIB nominal. Or, le PIB nominal comporte deux composantes. Le taux de croissance réel de l'économie, autrement dit, si l'économie est en plein essor ou en récession, c'est la composante réelle, mais aussi l'inflation. Il faut donc additionner ces deux éléments, le taux de croissance réel de l'économie et le taux d'inflation. Si vous additionnez ces deux pourcentages, vous obtenez la variation en pourcentage du PIB nominal. Et ce sont les variations de la masse monétaire qui déterminent le PIB nominal. Cela signifie que les variations de la masse monétaire déterminent évidemment le taux d'inflation. Et d'une certaine manière, le PIB nominal est en quelque sorte déjà joué, parce qu'il évolue avec un décalage après de fortes variations de la masse monétaire. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui mène la danse? Ce qui mène la danse, c'est l'évolution du rythme de croissance de la masse monétaire au cours des 18 derniers mois, disons. Donc ce qui s'est passé il y a 18 mois influe sur ce qui se passe aujourd'hui concernant le PIB nominal, et particulièrement l'inflation. Et le génie de l'inflation, à mon avis, est sorti de sa bouteille et il n'y retournera pas. Regardez, on va ramener l'inflation à 2%, qui est l'objectif d'inflation. Je dirais simplement, bon courage. Vous n'y arriverez pas de sitôt parce que la masse monétaire a accéléré au cours des 18 derniers mois. Et la principale composante de cette croissance, ce sont les prêts des banques commerciales. Quand une banque commerciale vous accorde un prêt, Lena, que se passe-t-il? Cet argent, créé à partir de rien, arrive sur votre compte courant. Or, les comptes courants font partie de ce qui est mesuré dans l'agrégat monétaire M2. Ils y sont inclus. Donc, environ 80% de la masse monétaire est en réalité créée de façon privée par les banques commerciales. Et elles ont accéléré la croissance de leurs prêts, ce qui a maintenu du carburant dans le système. La masse monétaire augmente et les banques commerciales ont été rejointes par la Fed. La Fed crée une autre petite part. Pas une grosse part, mais une petite part, une part significative. Et la contribution de la Fed à la masse monétaire a augmenté. Alors vous demandez, comment Warsh s'en est-il sorti lors de sa deuxième conférence de presse? Il ne s'en est pas très bien sorti, parce qu'immédiatement après la conférence, le rendement de l'obligation à 10 ans a augmenté.
the yield on the 10-year bond went up. The bond vigilantes Donc, have come out of les hibernation. vigilants They weren't obligataires impressed sont sortis d'hibernation with what he had to say. They thought et ils n'ont pas été way très too impressionnés par ce qu'il avait à dire. nothing- Ils nothing ont but estimé que really c'était un wrong. discours And flou, so, sans véritable Fred contenu, Funds, the 10-year si vous yield, voulez. didn't do much of anything. Pendant sa We were conférence de happily- presse, and then le when rendement Fred à got 10 ans n'a pas fait closed, it grand-chose. started going up. Il a un peu bougé, puis quand la conférence de presse s'est terminée, il a commencé à monter. Et maintenant, le rendement à 10 ans est en hausse. Voyons à quel niveau il a clôturé vendredi. Il est monté à un niveau qu'on n'avait pas vu depuis un bon moment. Une seconde. Et pour tous ceux qui nous écoutent, les taux des crédits immobiliers sont élevés, mais ils dépendent du taux à 10 ans. Le taux à 10 ans est, oui, on est presque à 4,8. On est à 4,745. Donc il a clôturé au plus haut. Vendredi, il a clôturé au plus haut. Oui, il est à son niveau le plus élevé des 6 derniers mois, le plus élevé de l'année écoulée. The highest it's been in the last year. Après la réunion, les marchés prévoient désormais que la prochaine décision de la Fed en septembre sera une hausse d'un quart de point de pourcentage, donc une hausse des taux. Si cela se produit, est-ce que ça fera vraiment une différence en matière d'anticipation d'inflation? Et quel sera l'impact concret pour nous, les consommateurs? Parce qu'on voit que tant de personnes ont du mal à faire face aux taux d'intérêt sur leur carte de crédit. Et je crois qu'un Américain sur 4 a réellement du mal à payer ses courses et son essence. Le Guardian l'a rapporté il y a probablement un mois. Donc maintenant que la Fed devrait relever ses taux et que la guerre en Iran se poursuit sans véritable fin en vue, le protocole d'accord est, à ce stade, de fait mort. À quoi devons-nous nous attendre, nous les consommateurs, et plus largement les gens dans le monde entier, puisque tant d'économies émergentes sont touchées par la hausse des prix de l'énergie? Eh bien, premièrement, ce qu'ils feront du taux des fonds fédéraux lors de la prochaine réunion est, d'une certaine manière, sans grande importance. La politique monétaire ne porte pas sur les variations du taux d'intérêt, c'est-à-dire le taux que contrôle la Banque centrale, le taux des fonds fédéraux. C'est un taux au jour le jour. Elle porte sur les variations de la masse monétaire. La politique monétaire ne concerne pas les taux d'intérêt. Elle concerne les variations de la masse monétaire. Maintenant, si l'on regarde cela, si la masse monétaire augmente et que le génie de l'inflation est sorti de la bouteille, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les rendements suivent l'inflation. Donc, si l'inflation reste élevée, les rendements resteront élevés. Et cela veut dire que les taux des crédits immobiliers resteront élevés, que les taux des cartes de crédit resteront élevés. C'est ce que nous observons. La séquence, c'est donc croissance de la masse monétaire avec un décalage important, hausse de l'inflation, puis hausse des rendements obligataires. Donc le taux d'intérêt à surveiller, c'est celui de l'obligation d'État américaine à 10 ans, parce que c'est lui qui détermine les taux des crédits immobiliers. C'est ce qui détermine les taux des cartes de crédit. Tout repose sur ce qui se passe avec l'obligation à 10 ans. Maintenant, pour ce qui est du court terme, qui est affecté par les variations du taux des fonds fédéraux, s'ils augmentent ce taux, cela fera monter le taux à court terme des bons du Trésor. Et cela aura un effet important sur le refinancement du déficit. Cela signifie qu'une part toujours plus grande de l'argent des contribuables ira au service de la dette. Donc, la principale conséquence d'une hausse du taux des fonds fédéraux, ce sera d'augmenter le rendement des bons du Trésor à court terme. Et aujourd'hui, une grande partie du déficit fédéral est financée par des bons du Trésor à court terme. Quand ils arrivent à échéance et qu'il faut les renouveler, ils le seront à des taux d'intérêt plus élevés. Et ces taux d'intérêt plus élevés seront payés par les contribuables. Donc ça veut dire que maintenant, nous avons, vous savez, maintenant le quoi?
35% de l'argent des contribuables sert à rembourser la dette. Et ce chiffre ne fera qu'augmenter. Sur les impôts sur le revenu des particuliers qui sont payés, environ 35% servent désormais à rembourser la dette. C'est énorme. Et d'ailleurs, le Bureau du budget du Congrès indique que cette part va augmenter. Si le déficit reste au niveau actuel, et selon les prévisions du Bureau du budget du Congrès concernant les taux d'intérêt, elle atteindra 50%. La moitié des impôts sur le revenu des particuliers versés au gouvernement servira donc uniquement à rembourser la dette. Cet argent n'ira donc pas aux transferts sociaux ni aux dépenses publiques en biens et services. Il servira uniquement à payer et à rembourser la dette. C'est vraiment fascinant. Et peut-être une dernière question, vous avez évoqué les bons du Trésor américain et la hausse des rendements. Si l'on se place d'un point de vue macroéconomique, quels sont aujourd'hui les principaux risques pour les marchés obligataires mondiaux alors que l'inflation reste élevée et qu'elle ne devrait pas retomber de sitôt? Eh bien, le plus grand risque, c'est le déficit. Les gouvernements dépensent bien davantage que les recettes qu'ils perçoivent. Donc il y a un déficit. Et maintenant, nous sommes en guerre et ils vont au Capitole presque chaque semaine pour demander 100 milliards de dollars supplémentaires ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente le déficit. Et ça inquiète le marché obligataire. Parce que sur ce marché, ils savent que le gouvernement va être contraint d'émettre de plus en plus de bons du Trésor pour financer le déficit. Et en gros, ils disent au Trésor, d'accord, on les achètera, mais vous devez nous verser davantage d'intérêts, parce qu'il y a un risque que le déficit devienne encore plus important. Et il y a aussi un risque, soit dit en passant, que la Fed commence à monétiser une partie de ses dépenses déficitaires et du financement assuré par le Trésor. Et cela entraînera une niche d'inflation. L'inflation disparaîtra pas. Donc, nous voulons être rémunérés pour le risque que nous prenons. C'est ça. Il semble que la guerre en Iran ait infligé davantage de dégâts à l'économie mondiale et aussi à l'économie américaine que l'administration Trump n'a réussi à en infliger à l'Iran. L'Iran est très résilient. Il a prouvé qu'il était capable de résister à des coups considérables, de les encaisser et qu'il était prêt à se battre malgré les pertes. L'administration Trump est-elle proche de cette prise de conscience? Est-elle consciente que les coûts économiques de cette guerre sont bien supérieurs aux éventuels bénéfices qu'elle pourrait tirer d'une poursuite de l'escalade, en bombardant davantage, en bombardant des infrastructures, comme vous l'avez mentionné au début de cette vidéo? Pensez-vous qu'on approche du moment où cela devient évident? Ou reste-t-il encore une marge de manœuvre pour, en quelque sorte, déformer les conséquences économiques que ces actions militaires ont eues sur l'économie américaine, sur les consommateurs américains, ainsi que sur l'économie mondiale? Eh bien, je pense que l'administration Trump doit être conscient que les coûts sont énormes. Mais la question, c'est pourquoi a-t-il commencé la guerre? Il l'a commencé à l'insistance d'Israël et il l'intensifie à l'insistance d'Israël. Il est donc face à un dilemme classique. Il est pleinement conscient des coûts et de leur ampleur et il sait certainement que c'est pour ça qu'il s'effondre dans les sondages. Il sait très bien que les sondages sont très défavorables à cette guerre. Tout le monde y est opposé. Une énorme majorité est contre la guerre. Donc il aimerait, vous savez, s'en sortir, se retirer. Et si la guerre provoque toutes ces mauvaises choses dont il est conscient, alors, rationnellement, il voudrait s'en débarrasser. Et la manière de le faire, c'est de se retirer. Voilà un côté du dilemme. L'autre côté, c'est le lobby israélien. Il finance largement Trump. Il l'a fait. Et non seulement il l'a financé, mais peut-être qu'il a quelque chose sur lui. On ne sait pas.
Alors peut-être qu'il a une arme sur la tempe. Il est donc face à un dilemme. Que faire? So he's got a dilemma. What do you do? C'est ça. And we Et quand les gens sont face à un dilemme, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. don't know what they're going to do. Jaké můj lásken, de případ podzakurspaid. No, Non, can't predict. on ne peut pas le prévoir. We are back Mais on en revient au point de départ. Et c'est de la folie. doing the same Faire la même chose encore et encore, en espérant que ça marche. Voilà donc où nous en sommes face à ce dilemme auquel le président est confronté. where we're left with this dilemma that's facing the president. C'est tout à fait vrai. Docteur Hanke, merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cette conversation a été absolument fascinante et je vous suis vraiment reconnaissant de nous avoir expliqué les réalités économiques fondamentales et de nous avoir aidés à décrypter ce qui se passe autour de nous et ce que signifient réellement tous ces événements insensés. J'espère vous recevoir de nouveau très bientôt dans l'émission. Well, Eh bien, Eswani Lena, je suis ravi d'être avec vous